Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast et j'en passe, ainsi que notre chaîne YouTube où vous retrouverez une version illustrée par nos soins. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page utip.io/puissancepark si vous avez envie de nous soutenir et pour que l'aventure continue. Tout de suite, votre épisode. Ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Et on se retrouve pour la partie 2 de notre entrevue avec nos amis de INS Ride. Comment allez-vous depuis il y a 15 jours, mais pour nous il y a à peu près 10 minutes? Eh ben ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Super, et on est toujours avec les mêmes personnes autour de la table, sachant qu'il y a toujours le même puni de l'autre côté à la régie, à savoir notre bon Greg qui s'assure que tout fonctionne et que tout fonctionne bien comme il faut. Et en plus, mais en plus, il n'y a que lui qui sait le faire marcher, donc... Voilà, donc si ça casse pour de bon, quoi. Et vous aurez reconnu sa voix suave et habituellement présent avec nous, notre ami Jean-Marc. Salut les puissants. Voilà, toujours la même voix, et avec moi à mes côtés, Maxence. Salut, dommage, j'ai pas la même voix. On n'a pas besoin d'avoir la même voix, chacun a sa petite identité. Bon, trêve de galéjade, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés il y a donc 15 jours pour nos éditeurs, il y a donc 10 minutes pour nous. Nous avons vu un peu votre parcours, vous avez vu d'où vient votre passion, on a vu un peu d'où vous venez en fait l'envie d'évoluer dans cette sphère-là. Moi, la première question, elle va être toute bête, c'est pourquoi vous avez appelé votre entreprise INS Rides? C'est très simple. En fait, on cherchait un nom compliqué au départ, puis on trouvait pas. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ingénierie et du service pour les attractions, INS Rides, donc Engineering and Services for Amusement Rides. Waouh. Tout simplement. Simple, efficace. Tout simplement. Tout simplement. Sobre et de bon goût. Voilà. Et Ça nous a coupé le sifflet. Quoi. Alors là... On est scotché devant l'efficacité du truc. Mais du coup, quels sont vos prestats dans INS Rides? Qu'est-ce que vous faites? Alors, notre prestation principale, le service principal qu'on propose, c'est l'ingénierie. C'est tout bête. Un parc a un problème technique ou une amélioration à faire sur l'une de ses attractions, on est capable d'y répondre. En fonction des différentes contraintes du parc, on peut répondre à ces problèmes, faire de la modification. Comme on le disait dans l'épisode précédent, on peut faire de la mise aux normes d'attraction. On peut accompagner le client pour un dossier technique pour passage aux organismes de contrôle. On peut faire une réhabilitation, par exemple, je sais pas, un coaster qui aurait besoin d'un retracking avec recalcul des inclinaisons du rail, etc., ou calcul des forces, ou plein de choses comme ça. On est capable de le faire avec les différentes sociétés qui nous soutiennent. Donc voilà, nos partenaires nous aident vivement dans ces activités. Alors, je vais pousser le bouchon plus loin. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part sous-jacent, planqué sous un petit rocher, l'envie de concevoir des attractions from the ground up? Exactement. Voilà. C'est comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ça reste quand même une passion qu'on a depuis tout petit. Et c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps. Ça, je propose, les copains, qu'on garde ça pour tout à l'heure. Hein. On vous demandera, vous auriez envie de concevoir quoi? Non, on va se concentrer maintenant là sur INS Rides. Okay. Donc, vous avez fait aux armes chez Reverchon, Ouais. vous décidez de fonder votre propre société, la porte s'ouvre, vous vous jetez dans le vide, quoi. Oui, c'est un peu ça, franchement. Ouais. C'est un petit peu ça, ouais. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Voilà, on a quitté Reverchon et aujourd'hui, on a, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on a remarqué des besoins dans les parcs techniques. Et forcément, avec les évolutions des différentes normes, dans la norme EN 1314 dont on parlera plus tard, les choses se compliquent. Gardez-la sur l'oreille, celle-là, on va en reparler. Les choses se compliquent pas mal pour les exploitants de parcs qui, en général, ne sont pas forcément formés, ou surtout les petits parcs, hein, bien souvent, ne sont pas forcément formés pour suivre ces normes-là. Et donc, on est capable de les assister, de les aider dans toute leur démarche à ce niveau-là. Et comme je le disais avant, tout ce qui est retracking, modification structurelle, etc., forcément, ça implique
un calcul de la structure. Donc on est capable de le faire. Alors je vais rajouter un petit élément par rapport à ce que tu as dit. Donc effectivement, on travaille sur de l'occasion, mais pas que, puisqu'on peut aussi proposer des nouveaux systèmes mécaniques pour améliorer soit la maintenance, soit parce que quelque chose ne fonctionne pas très bien pour le parc sur l'une de leurs attractions. Peu importe. Ou on peut également, on a déjà reçu des demandes clients qui nous demandaient de faire une réhabilitation, mais pour rendre intéressante cette réhabilitation, ce qu'on aime bien aussi, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de rajouter des petits éléments pour améliorer l'expérience visiteur, que ça soit au niveau du confort, que ça soit au niveau du débit, parce que c'est vrai que des fois, proposer simplement une réparation, c'est vrai que le visiteur ne le voit pas, quoi. Donc c'est aussi important de penser aux visiteurs, si c'est possible, parce que des fois, les parcs n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent en plus pour faire cette réhabilitation. Mais des fois, vu que c'est une attraction phare et qu'ils veulent réhabiliter parce que techniquement il faut vraiment remplacer certaines choses et ils aimeraient bien apporter quelque chose aussi de nouveau. Donc nous on est totalement d'accord avec ça et on aime bien vraiment proposer ce qu'on aimerait bien voir. Et donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'on coupe une section puis on va rajouter quelque chose. Soit pour améliorer du débit, soit pour améliorer l'expérience visiteur, que le visiteur finalement pense que c'est une nouvelle attraction. Et du coup, on va du coup développer aussi notre propre style de track dans ces cas-là pour pouvoir faire quelque chose à la fois trouver de l'optimisation dans la fabrication, mais également de l'efficacité dans la maintenance. D'accord. Donc c'est important de discuter, de dialoguer avec les clients pour voir exactement ce qu'ils ont besoin. Et nous, si on peut proposer quelque chose de supplémentaire et qui n'est pas forcément, je dirais, très onéreux pour le parc, s'ils n'avaient pas forcément pensé, par exemple, au débit, si on peut ajouter un petit peu de débit en plus, c'est toujours bien pour l'expérience visiteur. Même s'il ne le remarquera pas directement, il sentira qu'il aura moins attendu. Et on est aussi, bien sûr, au long terme, comme disait Jean-Marc, on voudrait faire du neuf. On en parlera un peu plus tard, mais là, ce serait bien d'être un peu dans le concret, dans le factuel. La société existe depuis quand, alors ? La société a été officiellement créée début février 2022. Donc D'accord, c'est vraiment c'est tout récent. tout jeune. Hein. Donc C'est on va tout pas jeune. expliquer aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent comment on fonde une société. Ça, ils vous trouveront les infos Beaucoup sur de paperasse. Internet. Beaucoup Oui, de paperasse, c'est très enquiquina. Voilà. Et très chronophage. Alors, curieux, sans nécessairement rompre le secret professionnel, comme on dit dans les milieux autorisés, quelle a été la première demande que vous ayez pu recevoir Globalement, s'il est possible de citer le client, je ne sais pas. Non, globalement, on peut pas trop citer les clients pour l'instant, mais c'est pour du rétrofit. Donc surtout de la mise aux normes d'attraction. D'accord. Voilà. Donc il y a des clients, il y a des clients qui ont acheté effectivement des rides d'occasion et du coup, comme on le disait tout à l'heure, le TÜV dans certains pays impose la nouvelle norme. Donc voilà, on est là pour ça. Donc on fait le dossier technique. Sur la partie mécanique, en tout cas pas pour ce projet-là, pas pour la partie électrique, mais pour la partie mécanique, analyse de risque et autres conseils qu'on peut apporter. Donc c'est ça, donc si je prends un exemple concret, par exemple, je suis le patron d'un parc régional, j'ai acheté un manège Schwarzkopf d'occasion et je voudrais qu'il soit automatisé, qu'il y ait des sécurités, que par exemple les wagonnets soient aux normes, il faut refaire les freins, donc clairement c'est des questions que je peux venir vous voir. Exactement. On a Exactement. même été contacté par des gens que tu connais très bien Oui, voilà. pour non, on cite personne, on a dit. pour ce genre de serait prestation. bien, hein. Voilà, très bien. ce serait très bien effectivement. À un moment donné, toi Sébastien, tu as parlé des TÜV. Donc Oui. pour ceux qui ne connaîtraient pas... C'est pas genre il fait chaud. Hein, non, c'est sûr. Enfin, quoique c'est un sujet qui fait chauffer beaucoup le cerveau. Alors attendez, j'en suis pas capable, mais l'un d'entre vous est-il capable de développer l'acronyme TÜV? Pas du tout. Oula, c'est allemand, pas vraiment, non. Je ne sais pas du tout TUV, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, En plus, c'est un tréma sur le U. Technische
Uber Vereinigung, un truc comme ça, je crois. Waouh. Et ça veut dire en gros que c'est une association technique technique, ouais, quelque chose comme ça, il me semble. Mais Vereinigung, je crois que je l'ai, mais le Uber, enfin c'est le U qui me manque, je pense. Technicheux, je pense que tu l'as aussi. Technicheux, Je pense que c'est ça Ouais, aussi. c'est ça, ouais. Greg, tu peux peut-être nous apporter la vraie nomenclature. Alors, la régie compose le numéro. Bonjour, alors ici la régie en direct de pas la caméra. Du coup, TÜV signifie en réalité en allemand Technischer Überwachungsverein, c'est-à-dire C'est presque une union ça. de surveillance technique, d'une certaine façon. Donc, Merci, Greg. c'était presque ça. Et t'étais pas loin du tout. C'était presque ça. C'est vrai Et qu'on a donc beaucoup l'habitude ces d'utiliser organismes de certification, puisque c'est leur titre. Après, il n'y a pas que. Hein Il n'y a pas que le Il n'y a TÜV. pas que. Non. C'est vrai qu'en France, on a aussi un autre qui s'appelle Socotec. Exactement. Exactement, voilà. Mais vous allez me dire si je me trompe et vous me corrigerez et vous compléterez au besoin. Donc c'est des organismes qui viennent voir si l'attraction est conforme à un certain cahier des charges qui agrée aux normes, aux lois, etc. Et en même temps, d'après un cahier des charges qui s'impose eux-mêmes, qui est parfois plus contraignant que les lois, pour dire aux exploitants, c'est bon, vous pouvez ouvrir en toute sécurité, il n'y aura pas de mort, et surtout derrière, on appose un sticker d'authentification qui fait que si nous, on a merdé, bah, vous viendrez nous voir, nous, en premier, quoi. Oui, la régie veut dire quelque chose. Exactement, en fait, c'est de ça. Lorsque vous nous entendez sur Puissance Park faire la blague tu approuves ou bien la tu approuves ou la tu approuves pas, c'est à ça qu'on fait référence en fait. Voilà. C'est qu'ils mettent leur petit cercle, leur petite certification comme un Veritas, comme d'autres bureaux de certification dans d'autres domaines. Ouais, Eux, c'est simplement pour s'assurer comme, que tu meurs pas, quoi. Simplement comme le contrôle technique d'une voiture, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et sur le logo, d'ailleurs, c'est vraiment marqué "Tu approved". Hein. C'est vraiment, Ah bah voilà. c'est vraiment ce qui est marqué sur le logo. Et donc, Pour le tube. donc vous, ce que vous devez faire, une fois que tout ça est installé en place, vous êtes avec eux, j'imagine, et ils vous font leur retour peut-être éventuellement. Et est-ce que vous avez des correctifs? Est-ce Ah, bien sûr. que vous devez faire comme une navette en termes d'échange avec eux? Donc en Sprechen die Deutsch, hein, pour la plupart, ou en français pour nos amis de Socotec. Donc comment ça marche un peu tout ça? Bon, déjà, ça se passe surtout en anglais. Surtout les surtout. échanges sont en anglais. On pourrait le faire en allemand. D'ailleurs, dans le passé, Avec j'avais une des expérience. applications de traduction automatique. Moi, je parle pas allemand. On travaillait avec le TÜV Sud et ils parlaient allemand entre eux. Bon, moi j'ai de bonnes notions d'allemand, c'est-à-dire que j'ai un bon passé en allemand parce que j'ai fait un Erasmus en Allemagne et j'arrive bien à comprendre, ce qui fait que ça les embêtait un petit peu parce qu'ils pouvaient pas dire non plus n'importe quoi. Ah, bien joué. Donc je voyais très bien là où ils voulaient en venir et même si je ne le parle plus correctement, je le comprends quand même. Donc ça, ils sont très exigeants, j'imagine, mais on ne peut pas se passer d'eux, quoi. C'est ça la problématique. Si vous voulez être certifié, il faut faire appel à des organismes de contrôle. C'est obligatoire. Donc ça fait partie des règles et des normes auxquelles vous devez penser quand vous travaillez sur un projet. Bien entendu, il n'y a pas que nous en réalité. Hein. N'importe quel fournisseur d'attractions dans le monde, Alors, suivant oui. la destination d'installation, doit respecter les normes du pays en question. C'est ça, sauf dans certains pays peut-être chinois, donc je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, mais J'ai genre bien d'autres dit de règles. respecter les normes du pays en question. S'il n'y a pas de normes, il n'y a pas grand-chose à respecter. C'est ça, mais en Europe, En on a Europe, des règles voilà. qui sont très très bien établies et qui assurent une Bien sécurité sûr. à fond, quoi. Mais en parlant de règles, ça veut aussi dire que, parce que il y a des règles qui sont propres à certains pays, il y a des règles, comme par exemple en Allemagne, qui vont être propres à certaines régions. Oui. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'expert, vous devez aussi vous adapter à toutes ces normes, avoir la connaissance, et après, quand il y a le projet de poser un coaster à cet endroit-là, et est-ce que ce coaster n'est peut-être pas trop haut comparé à des contraintes ou des règles, vous devez savoir jongler avec tout ça au final. Alors, on a la chance que la norme s'appelle EN, donc c'est une norme européenne qui s'applique partout en Europe, donc ça c'est déjà une bonne chose. Par rapport à tout ce qui est hauteur, etc., bien souvent c'est le parc qui est au courant directement de jusqu'à quelle hauteur il peut construire. C'est pas quelque chose qui, sécuritairement parlant, a un impact. Oui, vous, Oui. c'est exclusivement la sécurité du matériel et des visiteurs qui vont emprunter Exactement, l'attraction. exactement. Et oui, donc, oui, exactement comme tu dis. Après, si le parc effectivement a des contraintes de hauteur, parce que beaucoup de parcs ont des contraintes de hauteur en termes de ride, c'est à eux du coup de nous imposer leur cahier des charges et ça fait partie des dialogues initial du dialogue initial avec le parc.
Donc, et c'est important de prendre en compte parce que c'est à partir de là aussi qu'on crée le layout ou autre. Mais justement, est-ce qu'il y a une to-do list, une checklist de base? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Déjà, je dirais quand même que dans notre domaine, ça reste quand même avant tout la sécurité globalement. Mais dépendant vraiment des projets, étant donné qu'il y a des risques un peu partout et différents suivant les projets, ça diffère à chaque fois. Dans notre cas, après sur un coaster, c'est assez souvent la même chose et c'est assez redondant. Mais dans notre cas, il y a c'est tellement vaste, comme on en parlait tout à l'heure, il suffit qu'on travaille sur des freins, sur la structure simple, je sais pas, des passerelles d'évacuation ou quoi. C'est vraiment très différent à chaque fois. Oui, parce qu'on a eu aussi un projet de passerelle d'évacuation. Un parc nous a demandé de designer des passerelles pour son coaster. Donc là aussi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte quand on ne connaît pas le ride de base et qu'il faut faire du coup des plateformes. Bien sûr, il faut faire attention à plusieurs éléments. Est-ce que dans ce cas-là, vu que je prends l'exemple que tu donnes où vous ne connaissiez pas le ride et il y a un client qui vient vous demander rajoutez-moi un élément qui n'est pas inhérent au ride même, mais qui permet la sécurité évacuation, est-ce qu'il doit vous fournir donc les données de base? Est-ce qu'il doit vous fournir le cahier qui est de construction, de fabricant, etc. Ou c'est à vous d'aller trouver ces informations-là avant de lancer le projet? Alors, je dirais que c'est un mixte des deux. En tout cas, pour ces projets qu'on a eus. Voilà, c'est souvent d'ailleurs. Hein. Parce que dès lors que tu travailles sur de l'attraction existante, c'est assez souvent un mix des deux. C'est-à-dire que souvent, le parc ne connaît pas forcément... Enfin, ils n'ont pas forcément les plans des constructeurs et tout ça. Des fois, ils arrivent à en récupérer. Des fois, il y a quand même un extrait dans le manuel d'opération et de maintenance. Des fois, il n'y a rien du tout. Des fois, il n'y a rien du tout. Et il y a un truc qui est... C'est ça, juste une vieille page tapée à la machine avec appeler tel numéro. C'est un peu ça, des fois, oui. De la personne qui, on prie et on croise les doigts, n'est pas encore morte. Non, le numéro est obsolète. Oui, c'est ça. 3615, numéro service après-vente. Donc là, pour justement le projet qu'on a eu à faire et qu'on est toujours en train de faire, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites sur place. Il y a eu de mesures avec de l'ultrason pour l'épaisseur des rails par exemple, mais pour l'épaisseur aussi de la structure, etc. Donc il y a eu pas mal de choses. Donc ça, c'est le parc qui a organisé cet aspect-là. Et nous, on est venu aussi avec un petit appareil pouvant mesurer les épaisseurs de la structure que l'on pouvait atteindre. Mais le rail étant quand même quelque chose de primordial sur un coaster, il vaut mieux faire ça avec des outils quand même perfectionnés. Donc c'est le parc lui-même qui nous a fourni les certificats de mesure pour avoir l'épaisseur du rail par exemple. Après, on peut être aussi amené à utiliser tout ce qui est les technologies de scan 3D. Oui, parce qu'au départ, il y avait aussi le ND testing avec du laser. Oui, ça c'est pour du NDT test, Ouais. mais dans notre cas, le scan 3D c'est pour de la rétroconception du coup. Ou si, admettons, on part, comme tu l'as dit tout à l'heure, un vieux coaster, rail à refaire, un vieux coaster rail à Schwarzkopf, refaire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Bah, on vient, on scanne en 3D la structure, on est sûr qu'on a, au millimètre près, la forme exacte de la structure. Après, avec les épaisseurs, donc forcément, avec des épaississomètres, on peut savoir les épaisseurs, donc c'est assez facile de recréer aussi en 3D. Et donc, à partir de ces 3D-là, c'est facile de refaire des calculs structuraux dessus, pour, au cas où on rajoute des charges, comme on le disait tout à l'heure, des passerelles ou des choses comme ça, Oui, c'est ça. Oui. recalculer avec les nouvelles contraintes quoi, sur la structure. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Franchement, ça a l'air tellement intéressant de comprendre ce monde-là. Non, quoi. et surtout, j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs, même si ce sont des amateurs éclairés, qui ne se rendent pas compte de l'énormité du travail qui se passe en coulisses dans tous les parcs. Ouais, c'est énorme. C'est vrai, et du coup, par rapport à tout ça, par rapport aux nouvelles technologies, c'est vrai que les softwares actuellement, et c'est ce qui fera la transition avec notre deuxième point qui est Simulation, en titre, je te laisse expliquer du coup. Ah, tu voulais pas développer la suite de ta phrase? Non, mais je pense que tu connais Ok. bien. On laisse l'expert s'exprimer. Donc les simulations, on va dire qu'on y a pensé dans deux cas de figure. Alors déjà, c'est arrivé d'une contrainte un peu de base où il y a quelques années, à part les parcs Cedar Fair ou Six Flags, c'est que quand un parc annonce une nouveauté, donc bien souvent au parc Cedar Fair ou Six Flags, ils font des belles animations qui sont assez bien foutues, qui doivent coûter très cher par contre.
Par contre, les autres parcs, au final, des fois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ils annoncent un peu des nouveautés. Des fois, c'est un coaster avec un visuel d'un autre ride ou quoi. On n'a pas forcément l'idée de ce que ça va être, quoi. Donc, on est capable de créer des simulations basées sur les plans du futur ride fournis par le futur constructeur de l'attraction. Donc, on réalise une simulation qui permettra de faire un outil marketing au parc. Donc ça, c'est une chose qu'on sait faire. Et donc, il y a une deuxième situation qui est certains fabricants, des fois, essaient de vendre leurs produits à des parcs, mais n'ont pas forcément les capacités en interne de montrer à quoi ça ressemble de manière dynamique à leurs futurs clients. Donc, on est capable aussi de faire l'intermédiaire dans ce sens-là. C'est une aide à la décision aussi, pour guider les parcs dans leur choix. Mais c'est surtout que des fois, le parc n'a pas forcément l'idée de la dynamique, de la vitesse du train à tel endroit, etc. Et ok, ils vont à layout statique, enfin un parcours, mais ça reste succinct quand même. Alors du coup, bonjour la régie. Petite question du coup subsidiaire, c'est quand tu parles donc du coup de simulation, quelle forme ça prend en termes de marketing? Parce que le problème du marketing, c'est que tu vas pas pouvoir faire tourner un logiciel de CAO sur l'ordinateur du client en lui-même. Donc c'est quel type de format, quel type de sortie vous attendez? On tirer un film, c'est ça? Oui, exactement. On en tire une vidéo on en tire simulation. une vidéo qui est exploitable sur n'importe quel réseau social ou autre. Donc ces vidéos, ça peut être vidéo panoramique aussi, ce genre de truc, ou c'est... Oui, on peut faire ce qu'on veut, vidéo embarquée, vidéo extérieure, comme si c'était filmé au drone par exemple, on peut faire. Ok. Voilà. Et donc ça fait partie effectivement de ça, et du coup comme voilà, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec on utilise nos limites, on va pas se le cacher, mais oui, j'allais dire, j'ai eu l'occasion de bosser il y a quelques années sur un projet de coaster pour un parc dans les pays nordiques où quelqu'un dans le parc savait utiliser nos limites et d'après les plans fournis, il a fait une simu. Et ce qui est bien avec nos limites aussi, c'est ce que j'essaye quand même de défendre ce logiciel qui est pour la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu n'est pas forcément un logiciel qui est il est utilisé pour le marketing, mais ça s'arrête là. Mais en fait, derrière, on peut quand même l'utiliser pour vraiment rendre quelque chose pour montrer que la dynamique est vraiment réelle. C'est-à-dire que si on utilise les bons paramètres de friction, on arrive à simuler quelque chose de proche de ce réel. que sera la réalité. C'est ça. Plus ou là, par exemple, sur le dernier projet, on a simulé justement le coaster avec les bons paramètres de friction. Et on arrive par rapport aux mesures du TÜV à plus ou moins 0,1 G, ce qui est très bon. À partir de là, on a mis en place quelque chose avec Emmerich, c'est-à-dire parce que le problème c'est que quand vous faites un ride, vous le montrez au client, super, c'est joli, mais maintenant il faut le mettre en 3D et faire toute l'étude, tous les plans, etc. Et c'est vrai que du coup, à partir de genre de logiciel, on peut avec ces logiciels, on peut effectivement passer de ces logiciels qui sont plus, on va dire, simulation à proprement parler, à un logiciel de CAO, puisque on importe les splines, les courbes des tubes de rail dans le logiciel de CAO via ces logiciels. Bon, après, la conception du rail n'est pas forcément faite dans nos limites non plus. Non, bien sûr. Bien sûr que non, c'est le tracé. C'est le tracé, c'est la courbe que vous récupérez. C'est ça. Ouais. Mais du coup, une petite précision juste parce que oui, ceux qui utilisent No Limits ou Planet Coaster ou d'autres trucs, voient que pour eux, il y a un fichier, pour No Limits, c'est le fichier .nltrack, sauf que le fichier .nltrack, c'est pas un fichier standard pour un logiciel de CAO ou un logiciel industriel. On peut rien en faire. On peut rien en faire. C'est un truc qui est conçu pour que No Limits puisse avoir un seul fichier avec les textures, les packages. C'est un fichier plus d'environnement de jeu, plus qu'un logiciel, un fichier vraiment scientifique. Donc il vous faut l'exportation point à point, centimètre par centimètre de tous les points pour redessiner la courbe. Et ça, c'est ce que vous avez développé pour No Limits. Je dirais que du coup, avant No Limits, il y a du coup d'autres logiciels. Après, il y a No Limits ou en parallèle. Puis entre No Limits et la CAO, il y a Excel. L'enfer sur Terre. Le CSV. Justement, d'ailleurs, on est obligé de récupérer les fichiers CSV de No Limits pour l'intégrer dans Excel et
trifouiller un petit peu là-dedans pour avoir les trois, enfin soit les 2 tubes, soit les 3 tubes. Enfin ça dépend combien de tubes on a sur le coaster. Je me permets un petit. Vas-y. Ouais, je veux juste rappeler aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il y a un 3e mousquetaire à INS, donc qui n'est pas là, mais qui s'appelle aussi Emmerich. Alors de vous 3, c'est lequel le plus geek et qui maîtrise le mieux nos limites? Moi. C'est toi? Ouais. Ouais. Après, ça, c'est RCT2 quand t'étais c'est gamin, RCT2, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que allez écouter le premier épisode. Depuis 2014, j'ai quitté RCT3 et ensuite je suis passé à No Limit et puis là, on m'arrête plus. Quoi. Et qui peut nous expliquer comment ça marche? Vite, c'est l'instant 9 degrés. La découverte des roller coasters avec des angles pas à 90 degrés, n'est-ce pas? Exactement. Mais juste un petit point, parce qu'on parle de fichier CSV, tout le monde ne connaît pas. Il s'agit d'un fichier qu'on qualifie de comma separated value, c'est-à-dire fichier de valeurs séparées par des virgules. Et donc, ça signifie qu'on peut sortir depuis n'importe quel logiciel une liste de valeurs qui sont ordonnées et séparées donc par des virgules, des points ou ce que l'on veut. Et ça, on peut l'importer dans n'importe quel autre logiciel, donc un tableur comme Excel pour faire du traitement ou des logiciels de simulation scientifique pour faire d'autres calculs. Donc c'est une sorte de format un peu universel, très bas niveau, très basique, mais c'est un truc universel. C'est pour ça que vous le retrouvez dans plein de trucs et que vous avez peut-être déjà manipulé ce genre de fichiers dans vos emplois respectifs. Du coup, Emmerich est capable. Et ce qui est bien aussi dans nos limites, c'est que, et ça, il sait très bien faire, et en utilisant Google Earth, on arrive vraiment à intégrer le coaster dans le parc. C'est-à-dire que si le parc il veut, avec la topographie, les bâtiments, etc. Et ça, il est très bon là-dessus. Ouais. Et du coup, le post No Limit, c'est plutôt effectivement ma partie, mais aussi la partie d'Emmerich quand même, puisque la partie CAO est... Ah oui, c'est un peu... Bon, la partie, je dirais, post No Limit, pour importer les points au niveau des formulations. On va dire ce qu'on a développé, ça a été fait quand même ensemble. Quoi. Après, faut pas rentrer trop dans le détail non plus. Oui, non, bah non, oui. oui, non, là, voilà. C'est ça, c'est ça. Exactement. Mais bon, c'est quelque chose qui est super efficace et qu'on a déjà pu tester. C'est ça, ça marche, ça marche. Ça facilite les choses, ça accélère le temps de conception, etc. Enfin voilà, c'est que des avantages. On va peut-être aussi répondre à une question qu'on avait teasée dans l'épisode précédent à propos de la norme. Avant ça, je voulais quand même aborder notre dernier service au final. Ah bah oui, autant pour moi, mais vas-y, je t'en prie donc. C'est ça, le consulting, où avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir, on est capable de conseiller les parcs, surtout des parcs régionaux, sur certains investissements. C'est-à-dire que certains parcs aujourd'hui sont pas forcément gérés par des gens qui sont toujours à la pointe du savoir sur ce qui se passe dans notre industrie, et on est capable de les conseiller, de leur suggérer quelques investissements pour telle et telle raison. Et voilà, c'est des choses qu'on sait faire, ou même des projets de parcs d'attractions. Est-ce que ça pourrait, par exemple, une amélioration d'expérience visiteur? Ouais, ça peut aller de là. Les tourniquets ou les trucs comme ça, ou le choix d'un matériel attractif particulier. Exactement. Donc aller vers tel constructeur parce que, ou tel autre parce que... Voilà, c'est exactement on cite personne, on veut se fâcher avec personne. c'est exactement ça. Et du coup, vous voyez les tendances qui s'en dégagent, et du coup... Oui, clairement. Alors, tac, instant T, on est donc en juillet 2022. C'est quoi la tendance actuellement qui se dégage des attractions? Bah déjà, du ride, pas forcément, du moins dans les parcs régionaux, du ride pas cher, mais qualitatif en termes d'expérience visiteur. Et quelque chose aussi qui se dégage vachement, c'est l'interactivité. Alors, sur du coaster, c'est un peu plus rare. Par contre, sur du flat ride ou des choses comme ça, des rides interactifs vont quand même avoir un public, un peu plus de public, et attirer souvent un peu plus de monde qu'un ride où les gens sont passifs à l'intérieur. Il y a aussi quelque chose qui va au-delà des rides, mais aussi de l'expérience visiteur qu'ont développé les groupes Cederfair, le groupe Cederfair notamment, et puis d'autres groupes. C'est vraiment, il y a une application qui te suit du début à la fin et qui va finalement un petit peu te guider un peu dans le parc, et proposer aussi, vu qu'il n'y a pas forcément de thème, des petits jeux tout qui ont été d'ailleurs développés par Olovis pour ce côté-là. Genre pour s'occuper dans la file d'attente. Pour s'occuper dans la file d'attente. Et c'est vraiment le but de ces parcs-là, c'est vraiment de dire aux visiteurs, en fait, vous allez personnifier votre propre expérience. C'est aussi quelque chose qui c'est vachement bien pour traquer le flux de foule, ça. Aussi. Pourquoi tu crois que ça a été développé
Mais oui, c'est pour personnifier du coup les différentes expériences et d'essayer de rendre unique chaque journée passée dans le parc. C'est ce qu'on peut entendre parmi les grands groupes. Alors juste un truc, parce que vous parliez tout à l'heure d'interactivité sur les coasters, ça me rappelle totalement en fait les pitchs de VR Coaster, vous savez, la boîte de Mac qui développe les expériences réalité virtuelle sur les roller coasters, qui avait pitché à l'époque dans le concept initial qu'on pourrait imaginer des coasters dans lesquels tu aurais une manette et où tu pourrais en plus faire un space shooter dans un coaster. Alors évidemment, si tu montes ça sur un Pegasus, ça se fait. Sur RTH, c'est un peu compliqué, mais il n'empêche que c'est vrai, il y avait ce truc-là. Est-ce que vous avez peut-être déjà eu des demandes qui vont dans ce sens-là ou non, pas encore? Pas forcément, parce que on va pas se le cacher, la VR dans les parcs d'attractions, surtout sur les coasters, ça a été un peu un flop. Hein. Dans les années 2014, 2015, 2016, ça a été tenté. Surtout par les gros groupes américains, je pense à eux, Six Flags entre autres. Et ça a été tenté, ça n'a pas forcément eu le succès escompté. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, à part un coaster indoor, c'est quand même toujours mieux de faire un coaster sans VR. Déjà, t'as un point, voilà. t'as un poids au niveau du visage qui est pas forcément ce qui est le plus agréable. Il y a le partage de l'expérience. Ouais, c'est voilà, ça. Oui, juste les relations humaines. Dans le coaster, le nombre de fois où des fois tu te tournes vers ton voisin et juste parce que t'es super content. Pour partager un hurlement. C'est ça. Et sur la montée, c'est pareil. Quand Steward, ils avaient fait ça aussi avec Kraken, il me semble. Oui, exactement. Pareil, ils avaient fait une tonne de pubs. Enfin, quand j'étais devant, après, il n'y avait plus rien. Mais comme je le dis, ça a pas duré très longtemps la VR dans les parcs. Hein. Et puis au bout d'un moment, c'est un petit peu gerbant. Ah si, bah ça dépend comment les faites. Ouais. Mais oui, je suis assez d'accord. La dernière que j'ai testée, moi, c'est les petites chauves-souris, la Fantasyland. Ah oui, Bad Coaster. Le film est mignon. Hein, déjà, le ride de base, je l'aime pas forcément. Bah, il est pas génial quand même, le coaster. Hein, mais il voulait absolument avoir le plus long coaster indoor du monde ou un truc comme ça. C'est ça. Le film est mignon, mais comme le coaster est long, c'est très long et au bout d'un moment, le cerveau il dit ouah, il y a un truc qui va pas là. Déjà sans VR, moi ça allait pas très bien. C'est long et chiant. Crazy Bats, c'est le nom du coaster. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je voulais rebondir aussi. J'ai fait à Europa Park la version Cancan Valérian Coaster. Valérian. Et moi, j'ai vécu le bug. C'est-à-dire que j'ai vraiment été mal une fois, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était en attente de dispatch pour monter dans l'hélice qui nous emmène en haut du loop. Moi, mon casque ne s'est pas synchronisé correctement, ce qui fait que j'étais orienté à droite, mais mon image me regardait à gauche. Ah, oula. Donc j'ai eu une dissonance entre ce que je voyais et ce que je ressentais. Et il a fallu du temps. J'ai dû enlever le casque pour que pendant l'hélice, je retrouve mes sens, que tout se réoriente comme il faut. Et une fois dans le ride, ça allait mieux. Mais oui, je vous rejoins. Et je suis pas sujet au mal des transports ou quoi d'habitude. J'ai eu ça aussi dans Mount Mara à Bobby Island. Donc Révolution. Révolution. Le track de Révolution, mais en version VR. Exactement. Et l'idée du VR, c'était sympa parce qu'au final, le grand lift en spirale, enfin en carré plutôt. Tourne à gauche The Ride. Bah exactement. C'est un lift RCT2. Hein. C'est ça. Donc ce grand lift là, bon ça va. On monte, je crois que dans la VR, on monte en quad pendant tout le long, mais aussi un gros problème de synchronisation. Pareil, le casque tourné de côté alors que je regardais en face. Quoi. Bah ça, c'est un petit problème en fait qu'on a avec l'électronique encore aujourd'hui. Ça me rappelle les problèmes qu'il y a sur les Joy-Con avec la Switch où t'as le Joy-Con gauche qui a tendance à drifter, donc à perdre son truc. C'est qu'en fait, malheureusement, l'électronique à l'heure actuelle n'est pas encore suffisamment robuste, je pense. Or, la VR dans un coaster, enfin dans un VR normal, dans un casque va dépendre de gyroscope, de ce genre de truc. Tu vas pas pouvoir mettre des senseurs partout dans le coaster. Donc du coup, ça a tendance à se décalibrer assez facilement et tu te retrouves avec du drift et donc tu commences tout droit et tu finis, tu regardes derrière toi, quoi. C'est ça. Voilà. Donc le clin d'œil de Yapa où je regardais derrière moi dans les trucs, c'est parce qu'en fait, c'est ce que les visiteurs finissent par voir à un moment ou à un autre quand ça drifte trop, quoi. Mais ouais. Bon, alors on est tous d'accord, VR dans les coasters, pas bon. Voilà. Mais ouais, du coup, l'interactivité, pour répondre à ta question, c'est quelque chose de pas mal. C'est important, l'interactivité est importante et l'expérience unique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose qui se développe un petit peu, même si ça a du mal à apparaître dans les roller coasters. Mais Fury, par exemple, à Bobby Island, on a quand même, on essaye d'avoir une expérience différente en fonction de ce qu'on vote. Après, ça a fait débat. Ça fait débat. Le débit n'est peut-être pas forcément bon non plus, mais je pense quand même que ces petites choses en plus pour dire bon bah oui, on va le faire 3-4 fois le ride et on aura une expérience
différentes. Donc est- clairement, juste pour préciser, vas-y, Veggie, c'est quoi l'expérience qu'on parle? Donc, pour ceux qui connaîtraient pas Fury à Bobby Land, c'est que vous pouvez voter pour définir si le train va partir en avant, ou en arrière, ce qui déterminera le reste de votre expérience. Et effectivement, que l'on soit en avant ou en arrière, c'est parfaitement différent. C'est deux rides en un. Et je vous rejoins effectivement sur le problème de Kappa, ce qui fait que... Mais je pense pas que ce soit forcément cette décision d'interactivité qui pose problème au niveau de la Kappa. Bah, en fait, crois que la capacité est faible de base. De base, ouais. Il y a ça, mais alors je vais parler parce que j'ai fait un premier séjour pré-Covid, donc c'était l'expérience normale. Et le truc, c'est que il n'y avait pas de fil qui était coupé en deux avec vous choisissez l'avant, vous choisissez l'arrière. Il y avait une file first row, premier rang et le reste, mais il y avait un vrai vote dans le train. Moi, je l'ai fait après quand ils ont changé. Voilà, et le problème, c'est que j'ai fait 4 tours de cette attraction et je ne l'ai eu qu'une seule fois en avant. Tout le temps, je l'ai fait en arrière, parce qu'il y a quand même une majorité de votants qui préfèrent. Là où ça fait débat, je pense, c'est que les gens qui votent pas pour la décision unanime, au final, ils font un peu la gueule, quoi, dans le sens où c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, mais je crois justement ils ont remédié au problème en faisant 2 files séparés avec, je sais plus si c'est un train qui va en marche avant. À notre dernière visite, lorsqu'on a fait le road trip l'année dernière, en 2021, maintenant la first row, la première rangée, c'est devenu vous partirez en avant. Obligatoirement. Et les autres, c'est le vote possible en arrière ou de l'autre côté en avant, mais en avant, si vous préférez justement limiter le malaise, les gens qui sont malades, etc. Alors, il y a eu quand même une petite solution. C'est vrai. Bon, après, voilà, il y a des exemples parmi d'autres. Il y a quelque chose aussi que beaucoup de parcs voudraient avoir, ce sont des roller coasters custom. Mais bon, bien évidemment, ça coûte plus cher en termes de développement. Maintenant, voilà, avec certaines techniques d'aujourd'hui, on peut gagner du temps et donc essayer de faire quelque chose de custom qui soit très efficace et dans un coût abordable pour le parc. Et c'est quelque chose aussi que les parcs pensent certains parcs pensent ne pas pouvoir acheter du custom parce que c'est vrai que beaucoup de constructeurs sont quand même chers, mais je pense que si on devait faire quelque chose, on devrait s'orienter là-dessus parce que bon nous dans notre cas on a tout à développer parce que ça sera forcément si on fait un ride un jour ça sera le premier ride, donc forcément ça sera du custom pour la première personne. Évidemment. Et ce que je veux dire par là c'est qu'avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, il est assez rapide, même s'il faut réitérer l'ensemble du processus de validation puisque c'est nouveau. En commençant du départ, mais au-delà de ça, avec les logiciels de maintenant, on est capable de faire quand même du custom assez facilement, je pense. Surtout plus rapidement. Plus rapidement. Oui, il faut pas oublier que la plupart des constructeurs, il y a même encore quelques années, je pense à B&M par exemple, c'était juste un bureau. Ils avaient des accords avec des industriels qui fabriquaient d'après ce qui sortait du bureau. Mais vous alliez chez B&M, c'était l'étage d'un bâtiment à monter et il y avait des gars qui bossaient sur des plans. Il n'y avait pas en bas, il n'y avait pas d'usine où on soudait des rails. C'est vrai, oui, c'est vrai. Après, ils sont à coquiner. Je sais qu'ils ont maintenant une usine de prédilection en Europe de l'Est et une aux États-Unis. En Europe de l'Est, non, ça c'est une Tamin. Mais non, B&M fabrique ses trains en Savoie. Ouais. Et ils ont des partenaires industriels pour ça. Et aux US, clairement aussi le fabricator. Et enfin, je veux dire, même pas que nous. Enfin, il n'y a pas que nous. Je veux dire, il y a aussi même d'autres constructeurs qui sont très connus, comme Intamin par exemple, qui sous-traitent potentiellement chez les mêmes sous-traitants que nous. Parce que fabriquer, on le verra après quand on développera un peu le détail, fabriquer ça demande des compétences bien spéciales, quoi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de fabricants entre guillemets qui sont au final que bureau d'études. Bien sûr, oui. Et, je pense à Premier Ride entre autres par exemple, qui est surtout un bureau d'études. Et c'est pas les seuls. Après, bon, ceux qui ont bureau d'études plus. Vekoma. C'est ça. Vekoma. Mais limite, c'est historique et Mac, c'est pareil, quoi. Mais pour les autres, pas forcément. Les Amperla aussi. Les Amperla aussi, ouais, exactement. Beaucoup d'Italiens au final. Ouais. Non, mais ça veut dire surtout que vous n'êtes pas différent d'un autre bureau d'études. C'est juste qu'au final, c'est plus simple de se dire, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, c'est important d'avoir des alliés, des sous-traitants, même si le mot peut être un peu galvaudé, mais qui surtout, en qui vous avez confiance. Vous pouvez relayer le besoin et après, ils font le travail, ils complètent la chaîne de fabrication. C'est ça, puis c'est surtout un savoir-faire. Ceux qui fabriquent, quand on pense à
Je pense c'est GCI qui fabrique ces c'est les Timberliners. Alors là, les Flyers, les trains Flyers. En fait, ils ont plein de partenaires industriels. Il y en a un qui va faire les lap bars, l'autre qui fait les ratcheting des lap, enfin les cliquets des lap bars, etc. Mais c'est GCI qui assemble eux-mêmes leurs trains. Parce qu'ils ont le contrôle qualité final, mais ils ne fabriquent pas toutes les pièces de tous leurs trains. Mais au final, c'est pareil pour quasiment tout le monde. Hein. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. Et puis oui, voilà, on détaillera tout à l'heure, mais la partie fabrication est très lourde, donc de plus en plus d'ailleurs. À gérer ceci, c'est très compliqué, et puis c'est un boulot à plein temps. Je veux dire, on a notre boulot de concepteur, ce qui est déjà énorme, et ceux qui fabriquent ont un boulot de fabricant, ce qui est aussi énorme, parce qu'il faut quand même, en plus d'assurer la traçabilité et tout ce qui s'ensuit, il faut quand même que ça se monte aussi. C'est quand même la base, quand même, pour pas la base. Quand nous on achète quelque chose, on veut que ça se monte. Mais voilà, il y a pas que ça, quoi. Ça arrive en kit quand même sur le pack, les trucs. Donc la plupart des sous-traitants qui je dirais honorent ce genre de prestations, alors soit effectivement c'est un prestataire qui ne fait pas forcément que du ride, et elle fait aussi autre chose dans l'industrie, avec qui on peut s'entendre bien, qui fait très bien le boulot, ou alors ce sont des gens qui ont depuis des années cette expérience du rail, et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement à avoir des projets d'Intamin ou autres chez nos sous-traitants aussi. Je prends pour exemple Martin Evlemings, entreprise canadienne qui a démarré comme spécialiste du montage de coasters. C'est vrai. C'est-à-dire que je pense que ce sont eux qui ont dû pratiquement monter tous les boomerangs Vekoma à travers le monde. Ils en ont monté beaucoup. Et qui petit à petit se sont orientés aussi vers la conception et la construction de Ce qui est drôle avec Martin Evlemings, c'est qu'en fait en termes de design, si je dis pas de bêtises, c'est Gravity Group qui conçoit tous leurs coasters. Et après, ils font que le montage, le débit de bois, certainement, etc. Absolument. Et c'est intéressant, Mais du coup, on va revenir à vous. En tant que concepteur, vous avez une norme. Oui. Alors, la norme, je ne vais plus... Ça commence par 13. Non, ça commence par EN. Déjà, c'est EN le début, ça je sais. Non, mais déjà, il y a 13, alors. Tu t'arrases comme ça, tu vois. C'est la 13814. Presque. La 13814. Qui, du coup, régit, je vais dire, très, 90%, un peu plus. Oh bah je dirais 100%. Alors 100%, voilà. Bon bah qui régit tout donc de la conception. Quelles sont ses particularités? Parce qu'il y a des trucs. Attends, je veux dire. Oui, c'est quoi la norme oui. 1914 que la FNOR vend 397 €. Allez Sébastien, notre expert. Alors oui, du coup, alors 397 € peut-être parce qu'il y a 397 pages, 1 € par page. Non, je sais plus combien il y a de pages, mais en tout cas il y a 3 parties. Déjà on va commencer par là. Il y a 3 parties dans cette norme. La première partie que l'on connaît le mieux puisqu'on est censé l'utiliser et on l'utilise. Mais sinon, si on l'utilise pas, bah ça marchera pas. À la fin, on sera pas certifié. Donc de toute façon, il faut l'utiliser et c'est important. Déjà pour garantir la sécurité, mais également pour nous protéger et pour être certifié. Donc voilà. C'est une partie qui reflète tout ce qui est conception. Donc toutes les règles de conception sont mises dedans. Et toutes les normes auxquelles cette norme fait appel sont également mises dedans. Donc dans toutes les autres normes, vous avez les Eurocodes standards qui peuvent être utilisés dans l'aviation ou dans le génie civil. Enfin, et voilà. Du coup, ça veut dire que par exemple la norme, parce qu'on voit des fois il y a des trains qui ont des laps bars, du coup une barre par personne ou une barre pour la ranger, ou alors un harnais qui vient du haut vers le bas pour notamment quand il y a du looping. Alors que des fois j'ai même fait des montagnes russes où il y avait des loopings où il n'y a pas forcément ce harnais par le haut, mais juste une laps bar. Non, parce qu'effectivement ça n'a rien à voir avec le harnais.
harnais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un looping qu'il y a forcément un harnais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de looping qu'il y a un harnais. Enfin, des fois, il y a des coasters où il y a... Des coasters sans inversion avec des harnais, et voilà. C'est pas ça qui agit, mais je pense qu'on en discutera tout à l'heure dans le détail quand on parlera des accélérations et du coup des catégories de systèmes de retenue. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aborder par la suite avec les différentes questions. Enfin, à moins que vous voulez qu'on réponde tout de suite. Bon, on peut enchaîner là, Non, tout simplement. Alors, c'est parti. Let's go. Let's go. Donc, on a cette norme, elle détermine... Vas-y. Alors, du coup, effectivement, donc d'une part, elle détermine les catégories de systèmes de retenue. Pas que ça, bien évidemment, mais il y a ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ou beaucoup de passionnés, ou beaucoup d'autres personnes qui se disent « Mince, c'est pas sécurisé, on n'a pas de harnais alors qu'il y a des loopings. » Alors non, ce n'est pas lié à ça. Déjà, de base, c'est lié aux accélérations que vous subissez dans l'attraction. C'est-à-dire que là, on est assis, actuellement, on subit un G. L'accélération terrestre. En vertical. En vertical. Parce qu'on est attiré vers le centre de la Terre. Donc là, basiquement, et c'est un bon exemple pour que tout le monde comprenne, on est en catégorie 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de système de retenue. C'est-à-dire qu'il y a des rides où vous n'avez pas forcément besoin de système de catégorie de retenue. Ça existe encore aujourd'hui. Si vous ne dépassez pas certaines accélérations, voilà, c'est bon. Attention, hein, c'est très restreint. Hein. C'est restreint des flumes qui ne dépassent pas un certain nombre de degrés d'inclinaison, qui est de 35, et qui ne dépassent pas une certaine décélération avec le splash également, parce que si vous êtes projeté trop en avant, pareil, vous changez de catégorie. En fait, il y a deux accélérations qui jouent sur la catégorie. Il y a la verticale et vous avez aussi la longitudinale. C'est-à-dire que pour être en catégorie 1, il faut que je sois comme ça. C'est-à-dire que voilà, il faut que je sois... Donc pour ceux qui verraient la version SoundCloud, c'est juste assis, normalement. Ouais. Qui écoute la version SoundCloud. Oui, pardon, habituellement. C'est ceux qui écoutent. Voilà, donc tu es juste assis dans ton siège. Et on est adossé contre le siège et voilà. Et c'est tout. Et c'est-à-dire que les forces ne doivent pas nous projeter trop vers l'avant. Oui. Si vous êtes, si vous commencez à vraiment être projeté vers l'avant, vous passez en catégorie 2. Il doit y avoir pas de force éjectrice d'une certaine façon. C'est ça. Il peut se faire sortir du bâtiment. Les sons de Nigloland. Exactement, c'est un bon exemple. Il y avait alors je pense qu'ils ont fini par mettre des lap bars dessus. Il y avait un coaster en bois à Blackpool qui n'avait aucune... Big Dipper. Non, c'est pas le Big Dipper, c'est le roller coaster. Donc le Nickelodeon Freak maintenant. Qui est maintenant dans le Nickelodeon Quarter. Et il y a fort nombreuses années, #instant vieux, il n'y avait pas d'éléments de sécurité. Maintenant, c'était sans tenir compte de potentiel turbulent des visiteurs de parcs de loisirs. Mais ça, c'est un autre débat. Bah, puis c'était un autre temps. Enfin, c'était voilà, il n'y avait pas la norme à cette époque-là. Et donc tu disais qu'on passe en catégorie 2. Donc comment ça fonctionne ensuite les steps, les étapes suivantes? Alors après, du coup, c'est en fait, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que si je commençais à rentrer dans chaque détail de chaque catégorie, on en aurait pas fini. Mais ce que je veux dire, on va dire on va découper ces catégories en plusieurs étapes. Vous avez du coup la 1, celle de base, où vous subissez quasiment rien en termes de G, voilà. Vous avez la 2 et la 3. Où vous pouvez avoir du coup des barres soit individuelles, soit collectifs. C'est pour ça qu'il y a encore des rides de nos jours qui peuvent s'ouvrir avec des barres collectifs, parce que j'ai déjà entendu des gens dire non, ça va pas, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, c'est juste parce que les accélérations que vous subissez, il n'y a pas d'airtime. C'est-à-dire que la 2 et la 3, vous ne subissez aucun airtime, comme la 1 d'ailleurs. Et donc si je prends un exemple, le BTM, donc le train de la mine de Disneyland Paris à Frontierland, c'est des barres collectives par rangée. Donc on est dans la 2 ou la 3, c'est ça? Pour un bon family, vous êtes dans la 3. Ok. C'est-à-dire que vous êtes à la limite à 0G. Vous pouvez atteindre 0G. Donc il n'y a pas vraiment de moment. Il y a un tout petit drop avant le passage sous le coyote, là, mais c'est extrêmement léger au final. Ouais. C'est ça. Et je pense que si on faisait un test d'accélérométrie,
le laps de temps qu'on subit ce petit soulèvement est très léger et donc acceptable. C'est Roger pour indiquer, pour connecter par rapport aux airtime, puisque c'est quand même de ça va avoir comme valeur ça sur le vertical. Les airtime, donc vous le savez, sont divisés en deux catégories. On va avoir les floating et les éjectors. Et pour le coup du floating, normalement c'est aux alentours de 0. C'est des choses qui vont te faire décoller du siège légèrement, mais qui ne vont pas t'éjecter. C'est une apesanteur, quoi. Voilà, on est plutôt à moins 0,1 G pour avoir vraiment 0 G. T'as pas grand chose, t'es vraiment à la limite, quoi. T'es à la limite, tu te sens légèrement léger, mais c'est entre 0 et moins 0,3 à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, j'ai envie de dire, passons à la 4 et la 5, tant qu'à faire. C'est ça. Donc là, voilà, donc la 2 et la 3. Donc en fait, c'est surtout vous dépassez les différentes catégories en fonction des accélérations en fait de longitudinales. C'est-à-dire que si vous êtes plus ou moins projeté vers l'avant, vous allez passer soit en 2, soit en 3. C'est surtout que là-dessus que ça joue. Bien sûr, en 3, vous pouvez frôler les 0G. Donc vous pouvez atteindre 0G. Il y a des bons family coasters comme Pegasus à Astérix, je pense qu'ils sont... Pegasus Express. Pegasus Express. Pegasus, c'est à Europark. Pardon. Pegasus Express, effectivement. Les deux sont de bons family coasters. Ah oui. Et vous êtes probablement en catégorie 3. Parce que vous avez des moments où vous êtes, je pense, proche de 0G à certains moments. Oui, je confirme. Donc voilà, donc ce sont de bons familles. Voilà, catégorie 3. Et donc, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on continue en 4, en 5 ? Qu'est-ce que ça sous-entend c'est pas dans comme les Schindler Richter, c'est fermé. Oui, c'est ça. Fermé, et surtout, est-ce qu'au-delà de... moi j'avais entendu qu'il y avait 5, est-ce que ça va à 6, 7, 8, 9, 10 ? Ça s'arrête à 5 ? Ok. Alors oui, ça s'arrête à 5. Ça s'arrête à 5. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Alors entre la 4 et la 5, il n'y a pas... Je dirais que elles sont assez difficiles en termes de caractéristiques à atteindre parce qu'on a quand même, on commence à avoir un petit peu d'airtime quand même. Dans la 4, vous avez le droit d'avoir un airtime donc en vertical négatif. Par contre, la condition pour être toujours dans la 4, c'est pour ça les frontières sont assez limitées. Vous passez souvent de la 3 à la 5 en général parce que vous devez avoir les forces longitudinale qui vous projette vers le dossier pendant que vous vous soulevez. On est plaqué au dossier. C'est ça. Un bon exemple pour la catégorie 4, donc comme Sébastien le disait, la limite en négatif c'est moins 0,2 G. Donc le bon exemple c'est les trains Millennium Flyer de chez GCI qui sont de la catégorie 4. C'est-à-dire que normalement on peut pas aller jusqu'à des airtime plus négatifs, on va dire. Et vous êtes toujours, à ce moment-là, vous êtes quand même contre votre dossier, c'est-à-dire que vous sentez pas vraiment que vous partez vers l'avant ni éjectez complètement. Et c'est ce qu'on ressent dans un GCI, effectivement. Oui. On n'a pas vraiment de gros airtime, quoi. Et cette catégorie déjà, elle impose donc à partir de la 4. Il n'y a que le droit d'avoir une seule barre par personne. Ah, donc là, on est sur une sécurité individuelle. Exactement, avec redondance et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour ça que, voilà, si on passe de la 3 à la 4, des fois, bon, il y a quand même le dernier point qui passe de la 4 à la 5 qui est quand même assez contraignant, en tout cas pour des attractions à cliquer crémaillère. Parce qu'en fait, pour aller à la 5, il faut détecter le verrouillage et non la position comme dans la 4. C'est-à-dire que la 4, vous vérifiez simplement la position, donc vous pouvez effectivement fermer la barre et l'ordinateur voit que vous avez bien fermé la barre, donc on peut envoyer les trains. Donc, parce que c'est quelque chose aussi qu'on entend soit quand on regarde les commentaires, ça peut être des fans aussi, mais quand on voit les commentaires en disant que c'est pas safe parce que on peut lancer un train alors que la barre est ouverte, parce que ça se voit encore sur plusieurs coasters, mais encore une fois ça veut dire qu'ils sont en maximum catégorie 3. À partir de la 4, vous devez avoir une vérification, mais uniquement de la position. C'est-à-dire que vous savez pas si votre cliquet est bien engagé ou non. Vous avez un contrôle de la position. C'est aussi pour ça que souvent l'opérateur aussi check. Il vient manuellement. C'est important. Ça fait partie aussi des conditions de la norme.
Et après, vous êtes du coup à la 5e, où là, vous avez des airtime, vous avez des inversions. Donc là, vous rentrez dans le vif du sujet de l'airtime. Et là, à partir de là, vous avez une barre individuelle. Et vous devez absolument redondance de sécurité. Donc une redondance, c'est quoi? Ça peut être soit double vérin, soit double crémaillère, soit autre chose pour bloquer et verrouiller la barre. Est-ce que par de sécurité. exemple la barre et la ceinture de sécurité, ce qu'on voit parfois sur certaines attractions, c'est une redondance? Non, la ceinture n'est pas considérée comme une redondance. D'accord. Donc c'est quelque chose que peut demander certains parcs, parce que je sais que les Américains sont friands des ceintures de sécurité, mais ça n'empêche que derrière vous devez avoir 2 vérins ou 2 cliquets Ou un vérin et un cliquet. On peut faire un système hybride également. Mais la ceinture, c'est toujours bien aussi dans votre analyse de risque pour réduire le risque. Parce que Les parcs américains, ils font souvent la ceinture pour. En fait, c'est surtout pour aider les employés. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où la ceinture est bouclée, c'est-à-dire que le bon cran, parce qu'il y a plusieurs crans, il y a notamment certains crans où à partir de là, on sait que le harnais ne s'ouvrira pas. Ils sont sûrs que si la ceinture est fermée, ce cran-là est forcément actif. Parce que sinon, la ceinture, elle serait pas assez longue. Donc en fait, pour eux, c'est surtout un moyen pour leur employé de passer, de checker très rapidement avec les yeux et de voir que mais bon. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui est aussi dans leurs normes en Amérique. C'est parce qu'il y a des petites différences entre la norme européenne et la norme américaine. Parce que je pense aussi aux anciens trains de Philadelphia Toboggan Coaster où tu sais la barre se refermait juste, elle tombait pas sur les genoux. Comme les trains de Phoenix par exemple. Par exemple, ou les premiers trains de Beast, donc il y avait là une ceinture de sécurité commune, souvent. Elle a été rajoutée après, de toute façon. Ouais, je pense. Ouais. Mais bien sûr, après, c'est rajoutée après suite, je pense, à l'accident qui s'est produit sur Colossus. Oui, c'est c'est 70, qui a plus entraîné le changement du train PTC par Morgan, tu vois. C'est peut-être pas. Après, les normes évoluent aussi en fonction des accidents, malheureusement. On peut le dire, mais c'est vrai que certains accidents poussent à corriger les normes et du coup à imposer certaines choses. Mais non, dans la norme, en tout cas dans la norme EN 13814 pour l'Europe, la ceinture n'est pas une obligation. Elle est là, ça rassure les visiteurs, mais en catégorie 5, en tout cas, si vous mettez une ceinture et que vous mettez par exemple une crémaillère, ça sera refusé par le TÜV, enfin par n'importe quel organisme de contrôle, parce que il faut avoir une redondance. Et les redondances, on ne compte pas la ceinture. D'accord. Donc la ceinture, ça fait, si vous voulez, une troisième redondance, mais c'est intéressant quand même pour le concepteur parce que ça permet aussi de réduire quand même les risques et de s'assurer aussi quand même que voilà, même si les 2 premiers systèmes faillissent, on a toujours la ceinture. Ça marche. Non, franchement, c'est intéressant d'apprendre tout ça. Alors, ce que je vais vous proposer, Émeric et Sébastien, c'est de répondre un peu en mode rapido, un peu de débunker quelques éléments. Comme tu l'as très bien dit, Sébastien, on entend souvent un peu les légendes urbaines, les infos qui sont souvent fausses, on va pas se le cacher, sur des éléments de coaster, de fabrication, etc. Donc, en quelques mots, par exemple, on entend souvent dire, et je l'ai moi-même dit, il fut un temps quand j'étais jeune et insouciant, que le vent donc avait un impact, on va dire, presque minime et dérisoire, et que ça faisait chier parce que les parcs ils en profitent, ils ferment toutes leurs attractions en extérieur, etc. Ça n'a pas de justification. Donc en quelques mots, pourquoi c'est faux et pourquoi est-ce que le vent a un impact si prédominant pour un ride? Tu veux y aller ou j'y vais? Oh vas-y, toi tu maîtrises bien le vent. Ah, t'as beaucoup parlé là, tu vas pouvoir y aller. Master. En quelques mots. Alors oui, en quelques mots, donc encore une fois, effectivement, c'est régi. Alors, je vais essayer de faire court du coup. Déjà en opération, effectivement, certains parcs arrêtent l'attraction pour des raisons de sécurité, pour éviter aussi des problèmes de coincement, tout simplement sur le track. Ride to Happiness, bonjour. Ça arrive, la preuve en est. Mais également pour des questions de sécurité et de force sur la structure. Parce qu'il faut savoir que la limite est de 15 mètres par seconde, ce qui équivaut à quand même à 54 km/h. Et du coup, quand l'automate doit être programmé comme ça, c'est-à-dire que quand vous avez des rafales qui sont de 54 ou plus en termes de km/h, et ça pendant 10 minutes, parce qu'il y a quand même une tolérance, l'attraction doit s'arrêter.
Pareil, si vous avez des rafales de plus de 75 km/h, mais cette fois-ci c'est 3 secondes. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, vous avez 75 km/h, le ride doit s'arrêter instantanément. Enfin, instantanément. Bien évidemment, s'il y a un train sur le circuit... Oui, c'est ça, 3 secondes, peut y avoir un train sur le circuit. S'il y a un train sur le circuit, voilà, le train rentre en gare, je dirais que ça inhibe le dispatch. Et donc, on est d'accord que le vent impacte la structure même de l'attraction. Où il peut y avoir, ça bouge un petit peu, ça déforme un peu les rails. Donc comme tu l'as dit, les véhicules sont des prises au vent, donc forcément ils vont peut-être perdre de la vitesse, ce qui n'est pas prévu dans le cahier à la base. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé à Ride to Happiness, qui est encore l'exemple, puisque je rappelle Plopsaland est au bord de la mer, donc le vent marin a beaucoup d'impact, et c'est ce qui s'est passé. Donc le vent, il y a peut-être une rafale au mauvais moment, juste après la dispatch, et au moment où le catapultage a été fini, il y a peut-être eu la rafale, et ça a stoppé. Bien sûr, oui. Donc c'est pour ça, comme tu dis, donc je complète, mais tu me dis si je me trompe, mais que quand un ride est fermé, c'est pas parce qu'on a envie d'emmerder le monde, c'est parce que vous avez... au niveau des économies, c'est que derrière, il y a peut-être un risque que vous soyez bloqué au pire endroit possible. Donc là, comme Ride to Happiness, c'était au sommet. La chance sur je sais pas combien de millions, quelle est la probabilité. C'est ça. On le voit avec... Je repense, alors c'était pas dû au vent, mais rappelez-vous ce qui s'était passé sur le Sirocco. J'y ai pensé très fort aussi. Le train s'était équilibré pile dans le looping, ce qui est inconcevable en tant que tel. Alors, voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'était dû à une défaillance du moteur, il me semble. Oui, il y a eu pas une eu perte la de vitesse nécessaire, mais pour que ça tombe pile, c'est quand même pas de bol. S'équilibre parfaitement. Mais dans le fond, ça pourrait arriver sur n'importe quel launch coaster qui a un top hat, par exemple. Bien sûr. Très bien s'équilibrer aussi en haut. Oui, puis pour que ça arrive, c'est chaud. On le voit bien aussi avec les launches, des fois. Greg est en train de suer sa vie, là. Et, mais du coup, il y a le vent. Du coup, le vent, ça touche à la structure, mais aussi, du coup, il y a une fatigue qui se fait au niveau du coaster. Alors, donc en fait, il y a deux types de calculs sur un ride, peu importe que ce soit un coaster ou un autre ride. Vous avez effectivement tout ce qui concerne les conditions environnementales. Vous avez le vent, donc vous avez deux étapes à calculer. Vous avez la première étape en opération. Donc vous appliquez en fait des combinaisons de charge sur la structure avec le vent en opération et vous ajoutez les efforts dus au véhicule. Donc ça fait, avec les coefficients de sécurité qui sont derrière, qui sont quand même assez importants, puisque vous mettez du coup par exemple pour le vent, vous allez mettre 50% de la valeur de la pression du vent, donc en plus, c'est-à-dire voilà, ça dépend des combinaisons, mais ça fait partie des combinaisons à prendre en compte, donc c'est assez important, et du coup forcément les chiffres sont assez importants, d'autant plus que la pression du vent est calculée avec la vitesse au carré du vent, donc ça monte très rapidement. C'est-à-dire que, voilà, 2, 4, 8... proportionnel qui fait mal. C'est même pas linéaire, voilà, c'est 2 au carré, ça fait 4, 4 au carré, ça fait 16, etc., etc. Mais alors du coup, outre le vent, puisque ça, on a largement débattu là-dessus, quels autres éléments? Je suppose le froid et l'eau, non? Alors, les dilatations, oui. Dans certains pays, c'est exigé de calculer la dilatation au niveau surtout des joints des rails, parce que les boulons nous prennent assez cher. Et on l'a vu par exemple, sur beaucoup de rides, on peut le voir au moment du montage, c'est-à-dire que la veille, on en chie à emboîter le rail, et puis le lendemain, tiens, il y a 10 mm de jeu. et c'est vrai, et c'est vraiment vrai, parce que après, Émeric, il en a vu des choses comme ça, je pense. Hein. Oh bah oui, il y a des fois, franchement, quand on monte un ride, faut arrêter de s'énerver à taper dessus à coups de masse. Tu attends. On va dormir un coup, on revient le lendemain matin, et ça rentre tout seul. Et non, c'est vraiment, ça joue énormément. Donc on se dit qu'une fois qu'effectivement, si ça bouge de 10 mm, 15 mm, voire peut-être plus dans certains pays, en fonction de la variation de la température du coup, on se dit que oui, les boulons prennent beaucoup. Donc oui, dans certains pays, c'est imposé. En Europe, ça dépend des pays, mais pas tous ne l'imposent pas. D'accord. Et après, il y a les séismes aussi.
C'est calculé aussi dans les zones sismiques. Oui, effectivement, il faut avoir visité les parcs au Japon pour se rendre compte de comment les structures des coasters sont adaptées aux normes sismiques locales. On le voit aussi bien avec Monster à Alligator, qui a été relocalisé du Japon. Et il y a quelques différences structurelles entre Raptor à Cedar Point et Monster à Alligator. Notamment la jambe de force sur le looping. Exactement. Et effectivement, c'est-à-dire que même si on a le même ride, là encore, on est quand même obligé de s'adapter aux conditions environnementales du pays qui achète le ride. Donc ça fait effectivement des calculs supplémentaires. Donc il y a toujours des petites choses à rajouter. Et c'est pour ça aussi que les prix sont aussi important quand même. Oui, parce que c'est aussi le prix du matériau, quoi. Connaissant ayant fréquenté quelques constructeurs, j'entends sans arrêt oui, les aciers on va encore pris 60%. Oui, surtout en ce moment, Voilà, et c'est un vrai problème. Et il y a la neige aussi. Mais oui, c'est vrai. On n'en parle pas assez souvent, mais pareil, malgré qu'il n'y ait pas d'opération quand il fait de la neige, enfin très peu en tout cas. En général, on s'arrête autour de 0,2 degrés. Après, il y a des parcs qui imposent dans leur cahier des charges qu'il faut aller plus. Je pense pas que c'est le cas à Disney. Non, voilà. Bon, après. Non, mais tu vois, quand je bossais avec PAX, eux, moins 30, ils avaient les wagons de tête qui étaient lestés. Et ils envoyaient les trains pour déneiger les tracks, quoi. Le souci de la neige ou surtout du froid, c'est quand ça gèle. Dès lors qu'on freine avec un frein à friction, ça freine plus. C'est surtout ça le problème aussi. C'est vraiment au-delà du fait qu'il y a un calcul derrière, c'est qu'il y a aussi un côté pratique qui, les freins sont bloqués, quoi. Donc, je suppose qu'en plus, la neige, à certains endroits, sur certaines pistes, par exemple, typiquement sur des flumes où tu as des grands secteurs plats, du coup, la neige va peser un certain poids qui peut, il va pas aller faire tomber le truc, mais il peut changer quelques valeurs de résistance, quelques trucs en dessous. Fatiguer la structure dans ce cas-là. Il est même endommagé, on peut aller jusqu'à des fissures quand même, si c'est pas bien dimensionné. Et c'est vrai que les bacs de flume ou de toboggan sont parfaits pour stocker la neige. Et la neige, c'est lourd. C'est l'eau, c'est de l'eau, donc ça va très vite, surtout dans des bacs. Alors, sur un coaster, je dirais sur les rails, je vais pas dire que c'est peanuts, mais bon, même encore une fois derrière il y a les coefficients de sécurité, donc on monte très vite dans les valeurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste moins par rapport à du vent ou autre. Par contre sur un flume, oui, c'est important. En fait, c'est le gel sur les coasters le véritable problème. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des composants pneumatiques ou autres qui ne fonctionnent pas en deçà de 0 degré. Donc voilà, après il y a des parcs qui veulent faire fonctionner la ride à moins 10 degrés, là ça coûte plus cher parce qu'il faut trouver des composants un peu plus perfectionnés, etc. Et en plus, il y a un autre truc qui joue, c'est qu'étant donné qu'on a de plus en plus d'électronique absolument partout dans les rides, l'électronique, on peut avoir une plage d'amplitude de fonctionnement certes, mais par contre elle va pas très très bien tenir l'humidité, et avec des variations de température vient de la condensation. Donc ça veut dire que tes armoires techniques et tout doivent être bien isolées, bien anti-humidité, bien ventilées et tout. Et encore une fois, ça fait des coûts en plus et des systèmes à maintenir, quoi. Ouais. Ça dépend. Enfin, en fait, quand tu fais une armoire électrique ou même carrément un local technique, faut forcément l'adapter aux conditions de là où tu installes ton ride. N'est-ce pas des tapis roulants Ah oui, Greg parle des tapis roulants de Disneyland Paris qui sont très souvent en panne, mais ouais, c'est parce qu'effectivement il y a une conception derrière qui est particulière et le climat est particulier, donc c'est compliqué de faire tourner juste ça. On va peut-être aussi un peu avancer dans... Techniquement, c'est plus des escalators, c'est un flume ride carrément. Ça, c'était uniquement quand il y a eu la tempête. Et je pense qu'on a vu pas mal cette partie-là, donc je pense que beaucoup de gens comprennent un peu plus. Moi, on va aussi débunker un autre élément qui revient de temps en temps, c'est la date de péremption d'un coaster. Au bout d'un moment, il y a une DLC, mais souvent on a des parcs qui disent mais moi mon coaster il est centenaire, mon coaster il est beaucoup plus vieux que ça. Comment ça marche? Oui, parce que Goudurix, on en a marre. Tout de suite les grands mots. Non mais si. Moi je ne suis pas monté dedans, mais je sais que Greg il veut et j'ai peur pour Greg, donc... Non mais sur Goudurix c'est plus une DLC, c'est un mythe en fait. Donc voilà, parlez-nous un petit peu comment ça marche
est-ce qu'à un moment donné, le fabricant, vous, en tant qu'ingénieur, vous arrivez en disant stop, non, arrêtez d'exploiter, ou alors on peut estimer, enfin comment tout ça marche? Alors il y a 2 écoles entre guillemets, t'as aujourd'hui et à l'époque. Aujourd'hui, avec en 1989, il était déjà obsolète, si tu veux. Aujourd'hui, avec la norme NTRA 814, quand tu conçois un coaster, il faut que ça soit conçu à 5 millions de cycles ou 35 000 heures de service. Ce qui représente pour beaucoup de rails des 50 ans, 60 ans. Ça dépend après des dispatchs, etc. Et ça, c'est aujourd'hui. Et puis bon, après il faut pas confondre, il y a des pièces d'usure, je dirais normales, qualifiées de normales, qu'il faut changer. Voilà, un pneu par exemple de lanceur, bon voilà, ça s'use et on doit le changer, je sais pas, tous les 3-4 ans, dépendant. Si c'est vraiment le lanceur initial, là ça sera peut-être tous les ans, mais voilà. Non, mais quand on parle, je pense, de péremption, enfin, date où on peut plus utiliser un coaster, c'est quand le rail fatigue sérieusement, quand la structure ne peut plus met en danger. À travers, oui, c'est ça. Ouais, quand tu commences à voir que ça fissure dans tous les sens. T'enfonces ton doigt dans le rail. Ouais, moi, perso, je montrais plus, parce qu'on est d'accord, les fabricants changent ce qu'on appelle des consommables, donc tout ce qui va être roue, tout ce qui va être moteur électrique, tout ce qui va être même des trains, ça se change, mais il y a des trucs qui sont plus difficiles à changer, c'est les rails, quoi. Donc, à moins de faire une grosse réhab, déjà, comme il y a eu Python, mais voilà, quoi. Pour du rail, je pense, si on prend l'exemple extrême, c'est Rochebeinen à Tivoli Gardens, qui date de 1914. Et ce rail, il tourne depuis 1914, mais ça reste un wooden coaster et la structure a été changée d'innombrables fois. Oui, il n'y a plus vraiment beaucoup de bois de 1914 c'est ça. Comme dans le fond, comme n'importe quel comme wooden. sur tous les coasters en bois. Hein. C'est ça. Donc, après, tu as les coasters en acier où normalement à l'époque, dans les années vers les années 80-2000, c'était conçu pour 2 millions de cycles, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, c'est beaucoup moins de temps. Et un parc, ça équivaut à 20-30 ans, quoi, suivant l'opération du parc. Par exemple, pour un Silver Star, si je dis pas de bêtises, c'est un dispatch à peu près toutes les minutes. Bon, ça représente effectivement 2 millions de cycles. Ça, 35 000 heures représente 2 millions de cycles. D'accord, ouais. À peu près. Et moi, la question qui vient ensuite, donc, un exploitant dit, le coaster arrive à terme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a, maintenant on sait que ça commence à se faire, des prolongations de vie? Est-ce qu'on peut changer un morceau de rail, changer un morceau de ceci, un morceau de cela? Ou est-ce qu'il y a vraiment des cas où on doit arrêter? Genre un retracking à la Goudurix. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Tu vois, encore une fois, il y a 2 écoles. Il y a l'école du bulldozer. Tu vois. Voilà, exactement. Dont j'aime bien faire partie personnellement, à titre perso, ouais. Prenons l'exemple de The Incredible Hulk à Universal. Excellent exemple. En 2016 a été retraqué. Bon, étant donné qu'il tourne pas mal, certainement que les 2 millions de cycles ont été atteints plus rapidement que prévu. Et donc, toute la structure qui prenait cher, donc tout hors le Il avait launch. 17 ans, le coaster. Alors, c'est ça. Je vais peut-être faire une petite parenthèse par rapport au nombre de cycles, que tout le monde comprenne bien. Peut-être qu'il y a peut-être ça demande un petit peu une définition. Qu'est-ce que c'est un nombre de cycles? En fait, c'est vous lancez votre train et en fait, la structure va subir une contrainte au moment où le train va passer. 2 millions de cycles, ça correspond à 2 millions de passages du train. S'il y a plusieurs trains, ça va aller plus vite pour avoir... parce que ça fait plus de cycles. Il y a plus de cycles sur la structure au même endroit. Pour un train, le calcul est un petit peu différent, même si c'est toujours basé sur la même chose. Mais je dirais qu'un train, par exemple, un ride qui fait 120 secondes, le train il va subir toute une série de cycles, donc on va plutôt parler en termes d'heures pour un train quand même, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc on va prendre l'option 35 000 heures du coup, ce qui pourrait correspondre pour un train qui est sur un ride qui est plutôt long à 120 secondes, 150 secondes, quelque chose comme ça, peut-être à 1 million de cycles. Un Big Thunder Mountain, donc le train de la mine de Disneyland Paris où le tour c'est du 4 minutes 30, forcément la contrainte sur le train elle est différente qu'un Indiana Jones qui est d'une minute. C'est ça. Donc, mais par contre les contraintes sur le rail,
Lui, c'est bien le nombre de passages. C'est bien le nombre de C'est ça. passages. Et Donc du plus coup, vous voilà. envoyez de nacelles, plus le nombre de cycles augmente sur la structure, exactement. Donc c'est ce que disait Emmerich par rapport à Incredible Hulk. Et effectivement, vu qu'ils ont quand même un bon débit, Universal, bah oui, ça envoie quand même quoi sur la structure. C'est ça, donc forcément ils ont changé la structure qui était fatiguée, et donc bah, en gros du sommet du lift launch jusqu'à l'entrée dans les freins finaux, bah, le circuit a été changé à l'identique, Oui, c'est le même circuit. mais certainement que B&M a dû augmenter l'épaisseur de certains profils pour recalculer à la norme, donc là c'est la norme américaine, donc la STM. Donc voilà, pour calculer, pour que ça soit ok avec cette norme-là. Donc ça veut dire qu'un coaster de type Space Mountain à Paris, qui a un double quai, qui peut avoir jusqu'à 4 trains en même temps, Ouais. ça doit être quelque chose quand même, parce qu'il n'a pas été refait à neuf, le Space. Non. Non, c'est des petites corrections de droite et gauche, donc il y a eu de la soudure, il y a eu du sablage sur certains circuits, mais les rails en eux-mêmes sont les mêmes depuis 1995. Donc, Certainement que dans les années à venir, il est possible qu'on voit un retracking de Space Mountain. honnêtement, là je vais parler un peu plus en tant que personnellement, donc je peux pas affirmer que c'est vrai. On le sent que les rails fatiguent dans beaucoup de De toute façon, il y a de la déformation, surtout sur le Et rail oui. Vekoma. sur cette génération justement. Faut oublier que c'est quand ouais. même 92, donc on n'est pas loin de 89, et que Astérix, certaines, je crois que c'est les tops du Butterfly qui ont quand même été rentrés au tir fort, quoi. Ouais, Il y avait c'est tellement clair. d'écart entre les rails que il y a une torsion supplémentaire qui a été imposée Ouais. sur le circuit. Ces bouts de rails ont même été renvoyés à l'usine parce qu'ils ont créé du coup un double backbone. Regardez bien la prochaine fois que vous voyez C'est la vrai, route du c'est Rust. vrai. Donc Il y a un ce que tu double appelles backbone, c'est une Donc, colonne vertébrale, c'est mais la colonne vertébrale du rail. donc c'est le tube qu'on voit sous le rail, ouais. C'est le tube qui tient les traverses, et ils se sont rendus compte au moment du montage pendant l'hiver 88 que quand ils commençaient à lancer les trains, les trucs bougeaient tellement, donc ils ont renvoyé tout chez Vekoma, et regardez donc le Butterfly du Goodyear, il a un double backbone pour limiter ça, mais ils y sont quand même allés au tir fort. Donc voilà, on comprend. Grosso modo Oui, au oui. Troy, quoi, pour ajuster les rails entre eux. Ça leur a servi de leçon, je pense, pour Kamikaze à Dinosaur Beach, Oh là. qui est Vas-y, devenu- raconte, parce que ça, Bah, je pense le- pas que beaucoup d'auditeurs et de spectateurs soient allés le faire. Oui. Kamikaze à Dinosaur Beach qui a ouvert de mémoire, peut-être en 89 voire 90 par là, qui a pas duré longtemps parce que le parc a pas duré longtemps non plus. Et donc c'était un looper Vekoma aussi, avec de mémoire il y a première inversion un Butterfly, et ensuite Dive Loop, il doit y avoir 2 corkscrews. Il n'a pas été revendu avec Six Et Flags, ce exactement, truc-là. Si, on mais en si, arrive bien là. sûr, c'est Ninja en Georgie ou je sais Ah plus oui, lequel. Six Flags Ouais, Over c'est ça, Georgia, qui a ouais, été ouais. renommé récemment Je me disais. Blanc. Je Exactement. me disais aussi. Exactement, donc il n'est pas resté longtemps à Dinosaur Beach, mais on voit au final sur le Butterfly qu'il me semble qu'il y a le double backbone à cet endroit-là, ouais. Donc ça leur a servi de leçon. Voilà. Mais, Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans les designs de Vekoma, même sur d'autres coasters, hein, je crois. Je crois que sur les coasters d'avant 89, j'ai un doute. Hein. Bah après, sûr, hein. il y a bon, Goodyear, oui, c'était l'initial, Mm. mais bon, je pense qu'il y avait quand même 2-3 autres exemples. Après, j'en ai plus vraiment en tête. Parce mais- qu'après 89, oui. Je sais qu'il y en a en Corée du Sud. Voilà, oui. En Corée du Sud. Oui, qui avait été fait pour l'exposition internationale. Exactement. Donc c'est 93 ou 94, Ouais, je sais plus. c'est ça. Ouais, Et celui avec ouais. l'énorme spirale, il commence par Oui, une grosse spirale. après et après First les Drop, loopings, double ouais. loop, il y a une Ouais. sorte de dive loop, je crois, puis après Ouais. peut-être des corkscrews, je sais plus, qui était revendu d'ailleurs. D'accord. Revendu, genre je sais plus dans quel parc, un parc, je sais pas, vers l'Inde, un truc comme ça, aux alentours. Quelque chose comme ça. Pas monté, juste stocké. Oui, super. Enfin voilà. Et Petit aparté. du coup, avec IAS Rides, comment on peut se réinventer dans le domaine? Est-ce que je peux poser une question avant? Eh ben vas-y. Parce que on a abordé. Non, mais excuse-moi, mais parce que c'est corrélé. On peut en profiter aussi pour faire un petit peu de pédagogie. Là, on parlait des cycles, donc ça veut dire que s'il y a un seul train sur le circuit, on parle du coup d'un seul cycle, mais quand il y a plusieurs trains qu'on dispatche dans le même temps, on a entendu parler des cantons et des blocs. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer correctement, de votre point de vue d'ingénieur, comment ça marche un coaster qui a plusieurs trains sur le circuit? On fait la version courte ou la version longue? La version courte. La version courte, en gros, on sectionne le circuit en ce qu'on appelle bloc ou canton en français. Et par exemple, vous avez canton A, B, C. Si vous avez il y a un train dans le canton B,
le train qui est dans le canton A ne sortira pas du canton A tant que le canton B n'est pas libre et que le train sera allé dans le canton C. Voilà, ça c'est la version courte. D'accord. Donc, si on prend un coaster en tête, par exemple, la gare, c'est le canton A, ou la gare et le lift, c'est le canton A. Ça dépend des configurations de coaster. Bien souvent, c'est gare un canton, lift un canton, le circuit qui suit, circuit libre un canton. Jusqu'à la zone de... Jusqu'à la prochaine zone de frein. Prochaine zone de frein, c'est ça. Qui est un canton, du coup. En gros, si on... c'est train plus 1, c'est ça, de ouais, canton, c'est ça. Par exemple, c'est quoi la formule? Par exemple, on prend Goudurix. Prenons Goudurix. Par exemple, Goudurix, donc vous avez la gare, vous lancez le train dans le lift. Tant que votre train qui est dans le lift, il n'est pas sorti du lift, le train qui est en gare ne veut pas aller dans le lift. Logique. Ensuite, revanche, s'il y a un train... Ah bah non, parce que Goudurix a démarré à 3 trains. Ce qui s'est avéré une hérésie parce que le bloc de... En fait, le bloc de fin, il sert à rien. Juste à la fin. Voilà, Quoi. il est à la fin. En théorie. On va rester dans la théorie. Voilà. Ensuite, donc le prochain bloc, c'est-à-dire que, admettons qu'il y ait le deuxième train qui suit le premier train. Donc le deuxième train monte dans le lift, le train qui est devant lui finit son circuit et arrive au frein de mi-parcours qui reste presque à la fin. Le frein de 80% du parcours. Voilà, c'est ça. Non, même 90. Donc on va dire ce frein de mi-parcours, quoi. C'est pas un mid-course break, c'est ça. Tant que le premier train n'est pas sorti de ce frein-là, l'autre train au-dessus ne peut pas sortir du lift. Le lift va s'arrêter, il va garder le train là-haut tant que l'autre n'a pas dégagé ce frein. Exactement. Exactement. Et c'est comme ça que ça marche, au final ça enchaîne, quoi. Et en général, vous avez un capteur juste avant de passer la bosse du lift, qui justement empêche que le train soit dans une situation un peu d'équilibre précaire. Parce que lors d'une évacuation, il faut faire attention aussi quand un train est ça me rappelle Python, ça. Oui, au niveau du lift, il faut faire très attention. Et ces cantons-là sont extrêmement importants parce que c'est justement un défaut de signalisation de ces cantons qui était à l'origine, un défaut de compréhension de la signalisation de ces cantons qui est à l'origine de l'accident du Smiler notamment. Puisque les opérateurs, l'ordinateur indiquait bien qu'il y avait un train qui n'avait pas terminé de franchir un des cantons. Les opérateurs étaient en mode on redémarre l'attraction le plus vite possible, on override, donc on outrepassait les commandes de l'ordinateur et on dit ta gueule, j'envoie le truc en manuel. Les lifts, phase 2, les lifts s'étaient arrêtés parce que, encore une fois, arrêt d'urgence, enfin, stop temporaire dans le lift parce que l'ordinateur dit le canton n'est pas libre parce qu'un train était parti en rollback, était dans la cuvette n'avait pas réussi à franchir correctement le passage. Le train et l'ordinateur avaient été arrêtés et avaient mis dans le lift. Nouvelle override et là, ça a été le drame. Parce que du coup, le lift a redémarré et désormais, dès que t'as passé le lift, il n'y a plus aucun système de retenue, donc tu vas te prendre la collision, quoi. Disons que l'ordinateur avait fait son travail, après ça reste une erreur humaine, quoi. Alors oui, après cette erreur humaine sur les nouveaux coasters, en théorie, enfin en tout cas ça nous a été à un moment donné lors de nos expériences passées imposées également par le TÜV, et à mon avis c'est ce qu'on ferait si on devait le faire. C'est-à-dire que quand vous passez justement du manuel à l'automatique ou de l'automatique au manuel, directement quand vous passez de l'un à l'autre, vous créez un arrêt d'urgence. Donc il n'y a aucun risque comme ça oui, à un moment donné, à l'époque quand vous étiez en manuel, vous étiez en manuel, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Fallait faire quand même attention parce que des collisions de train c'était possible, oui, en manuel. Malheureusement. Alors que là, du coup, effectivement, de passer de l'automatique en manuel, ça crée en tout cas on a mis en œuvre ça crée un arrêt d'urgence et du coup ça ne repartira pas automatiquement. Après, si vous commencez peut-être à trifouiller encore un peu plus le truc, etc., peut-être que oui, vous pouvez faire quelque chose de mal et effectivement faire des collisions. Mais là, c'est que vous commencez à le vouloir. Non, mais on est d'accord que la plupart des accidents sont souvent dus à des erreurs humaines plutôt qu'à des erreurs informatiques. L'informatique n'est là que pour exécuter les ordres dont il a été finalement, coordonné, le créé, pourcentage de réels défauts matériels est assez infime par rapport aux erreurs humaines et, j'insiste encore là-dessus, aux turbulences des personnes qui montent sur les attractions aussi. Exactement.
Donc il y aurait un sujet à voir là-dessus, mais on a déjà fait pas mal d'éléments autour de ce podcast qui dure déjà un certain temps. Et je me permets de relancer un peu la question Oui, que Max avait donnée plus tôt. Voilà. Maintenant, on va un peu commencer à parler de vos desiderata, de vos envies et tout, et surtout commencer un peu à réfléchir à demain, etc. Donc maintenant que vous êtes dans ce milieu, comment vous voyez tout ce domaine évoluer? Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir des tendances qui pourraient apparaître dans un temps prochain, peut-être plus éloigné? Enfin, parlez-nous un peu de ça, quoi. On parle des tendances ou plutôt de l'avenir de notre entreprise tel qu'on le voit? Peut-être que les deux sont liés. Oui. Effectivement. Merci. Effectivement. Effectivement. Justement, ça va être ça le but pour nous. On a cerné les tendances, comme on l'a dit tout à l'heure, sur pas mal de points, que ce soit d'un point de vue opératif, attraction ou même nouveauté ou autre. Donc le but pour nous, c'est de pouvoir répondre de plus en plus et de mieux en mieux à ces besoins-là pour les parcs d'attractions. Donc que ça soit pour de la réhab, soit pour du neuf, tout simplement. Voilà. Et parce que aussi, vous avez ce mental, parce que vous êtes des fans de parcs au départ. Oui, à la base, c'est voilà, ça. c'est ça. Et ouais, c'est dans notre trip, quoi. Et on a envie d'avoir notre patte et de montrer ce qu'on sait faire et voilà, et d'avoir ce plaisir un jour que les gens ressortent de notre ride et puis juste des sourires, quoi. C'est une belle fierté. Parce que vous avez aussi ça, hein, le but du métier, hein, c'est de créer de la joie quand même dans les visiteurs. Et du coup, c'est important de penser au but premier. Hein. Quand on crée effectivement une attraction, il faut penser, il faut que ça soit bien. Parce que si c'est pour faire une attraction qui... Oui, si c'est un chiant des lignes droites et de virages, non merci, quoi. Oui, forcément, il y en a déjà. Bon, voilà, il faut que ça soit fun, il faut que ça apporte des choses nouvelles aussi, hein, des choses, il faut surprendre aussi le visiteur. Et c'est aussi le fait qu'on ait cette expérience, qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien nous dans une montagne russe ou autre ride pour nous surprendre. Donc c'est assez important. C'est un peu chiant parce que en fait, je suis sûr qu'il y a des tas de trucs dans vos crânes. C'est en train de bouillonner, mais alors on est tenté de vous questionner dessus, mais en même temps, vous n'allez pas répondre parce que sinon vous n'avez pas dévoilé vos cartouches. Quoi. C'est ça. C'est hyper frustrant, les mecs. C'est le secret de la maison. Là, on peut pas demander ça. Mais non, mais voilà. Si on peut demander les parcs. Prenez-les comme pour le consulting et pour expertise, et là ils pourront vous apporter des solutions et nous on pourra tester. Voilà. Là on pourra voir concrètement ce qu'ils ont dans leur tête. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que on va dire l'amélioration ou la création dans le domaine des coasters surtout, c'est à la fois ok sur le type de sensation, je sais pas, la position du visiteur ou quoi, comme B&M a su le faire dans les années 2000 avec par exemple le Flying Coaster. Mais aujourd'hui, je pense que le focus est surtout vers l'opérationnel, ou la disponibilité de l'attraction, réduire les temps de maintenance, réduire les coûts de maintenance, etc. Et je pense aussi que c'est un point qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui, parce que, ok, certaines attractions peuvent ne pas coûter cher, mais par contre, sur le long terme, peuvent coûter très cher. Ouais. Alors que des fois, il est nécessaire de mettre un peu plus de budget dans l'attraction dès le départ pour avoir une attraction conçue pour les problématiques de maintenance, justement pour ne pas en avoir. Folle, en fait. C'est ça. Et au final, en termes de maintenance, quasiment remplacer uniquement que le consommable. Et je pense que c'est là l'avenir, entre autres. Après, bien sûr, il y a des nouvelles idées, des nouvelles sensations, etc. Je pense qu'on n'arrêtera jamais. Après, oui, non, comme tu dis, voilà, moi, il y a cette étape de création, il y a cette étape, il faut suivre un cahier des charges, limiter les risques et essayer de réfléchir sur ce quoi on pourrait faire pour limiter la maintenance d'un parc d'attraction et rendre opérationnelle l'attraction à 99%. Donc augmenter, enfin même je dirais 99, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le but. Et troisièmement, effectivement, c'est la variété de l'expérience, c'est la customisation du design, tout ça, parce que c'est vrai que beaucoup de parcs voudraient avoir leur propre design de train pour inclure la storyline dedans, etc. Donc c'est quelque chose aussi, voilà, qu'on est capable aussi de gérer et d'apporter à la fois des designs techniques, parce que le design de la carrosserie d'un train c'est quand même important.
Parce que ça a un impact sur l'aérodynamique, je suppose. Alors, ça a un impact entre sur l'aérodynamique, mais ça a aussi un impact sur la durée de vie de la carrosserie, qui est fait de fibres de verre la plupart du temps. Et quand on sait gérer ce matériau-là, qui est un matériau beaucoup plus complexe que l'acier, on peut arriver effectivement à avoir des formes particulièrement résistantes. Je prends pour exemple Top Thrill Dragster, qui avait un vrai look de dragster au départ, avec les grosses roues, etc. Puis ils ont fini par tout démonter. Oui, parce que ça ne marchait La pas. même erreur technique a été faite sur Lightning Road à Dollywood. Oui, avec les pots d'échappement. Ouais, à l'avant et à l'arrière. Et au final, il n'y a plus rien maintenant. C'est une petite calandre et c'est tout, quoi. Oui, et puis souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font, c'est-à-dire que ce genre de blocs thématiques à l'avant du train ou à l'arrière du train sont assez lourds en fait. Et il y a un porte-à-faux qui est créé et qui finalement engendre des choses, des contraintes sur le train qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Et donc endommage certaines pièces prématurément. Et c'est pour ça que c'est important de savoir gérer finalement le composite, parce qu'on peut faire finalement quelque chose de résistant, mais assez léger, mais quelque chose de très léger. Donc c'est important de le designer correctement. Oui. À propos de résistance, moi je pense à la résistance du corps humain. Vous pensez qu'on va pouvoir aller jusqu'où en termes de sensations sans qu'on porte des combinaisons anti-G? J'aime bien cette question parce que à Qiddiya en Arabie Saoudite, le fameux qui est censé repousser les limites. Aujourd'hui, dans les plages, en termes de G pur. Alors il y a une norme quand même derrière ça. Déjà, il y a les normes, mais c'est surtout que ça n'aurait pas d'intérêt. Pour le plaisir du visiteur. Si ça devient douloureux, effectivement, je vois pas. C'est ça sert à rien de faire un entraînement d'avion de chasse, quoi. Et la norme actuellement, en termes. Autant va aller piloter un avion de chasse. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et les gens, ils viennent pour passer du bon temps, quoi. Et puis bon, on est assez vite limité, enfin ça c'est déjà beaucoup, hein, puisque la norme maintenant actuellement autorise 6G en vertical positif. Attention, pendant une seconde. Oui, c'est ça. Ah oui, donc ça doit être très vite. Hein. Pendant une seconde. Après, il y a 5G pendant 2-3 secondes, 4G, etc. Et là, la deuxième contrainte aussi à avoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir nécessairement un airtime et tout de suite des G positifs intenses. Bon. Ah oui, parce qu'il y a une transition. Le corps ne tient pas. Ouais. Voilà. Bah là, ce qui veut dire qu'en fait, la science nous le dit, ce n'est plus possible. À l'époque, c'est vrai que lorsqu'on était au début du 19e ou du 20e et que les premières attractions ou les premières automobiles disaient à 40 km/h, l'être humain ne supportera pas une telle vitesse, on n'avait pas tous ces instruments de mesure qu'on a maintenant au 21e siècle. Donc je pense qu'en effet, la limite est en train d'arriver lentement mais sûrement. Après, la limite, on la connaît depuis longtemps avec Loop-de-Loop. Ah mais oui. Bah oui, le looping parfaitement circulaire. C'est ça. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était plus de l'expérimentation à la mode de docteur Foudingue qui se retourne dans son labo, qui dit tiens, si je faisais un looping parfaitement rond, et qui se dit mais ça marche pas. Mais à l'époque, je suis pas sûr qu'ils aient compris les tenants et les aboutissants avant que Schwarzkopf invente la version goutte. Voilà, exactement ça. J'allais dire, prenons les loopers Schwarzkopf en guise de test run, parce que Thriller, hélas, il est démonté quelque part en Amérique latine, mais celui-là, il va être remonté, je crois. Non, c'est le dryer looping qui est remonté à Indianapolis, justement, et qui en termes d'intensité. Alors moi, le Thriller, c'est un des alors je l'adore, hein, mais c'est waouh, c'est qu'effectivement on était peut-être à 5G, mais alors c'était limite aussi X secondes moins 1 milliseconde. Ouais, ça allait fort. Ah, mais déjà l'Olympia looping de base, il est fort aussi. Tes joues se creusaient avec la force, tellement c'était fort ce truc-là, mais génial. Antoine. Bon. Bah, merci pour tout. Enfin, il y a encore le Olympia Looping Band. C'est vrai. Vachement bien. Mais je pense qu'on pourrait encore discuter de ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais moi, je propose que l'on boucle à ce niveau-là pour revenir à notre quai de départ, donc pour vous dire que c'était un très bon moment passé en votre compagnie. C'était très instructif. J'ai découvert des choses que je n'imaginais pas dans l'envers du décor de la conception d'attractions et de coasters. C'est une infime partie. Hein. On a effleuré la surface, mais j'ai envie de dire,
si le public est chaud patate, peut-être qu'on pourrait envisager une troisième partie un jour, si ça vous tente. Nous, on Avec vous plaisir. suit parce que vous démarrez et on a envie de savoir ce que vous devenez. Donc C'est n'hésitez pas passionnant à de nous vous tenir au écouter, courant. ouais. Et c'est Pas de hyper souci. passionnant de discuter parce que non seulement vous êtes de brillants ingénieurs, techniciens, etc., mais vous êtes des parcs fans et le fait de passer en revue le catalogue d'un constructeur avec vous, c'est déjà génial. Ouais. Donc on est en terrain connu, les mecs. Hein. Ouais. C'est un délice. Et puis c'est vrai que il y a peu de gens en France qui font ça. Hein, Oui. il y a 2 constructeurs connus. Soquet et Reverchon, quoi. Soquet et Reverchon. Donc voilà, nous, on est totalement à fond derrière vous et on souhaite C'est- le ça meilleur fait plaisir. à INS Ride. Et on passe le message Merci à tous les beaucoup. exploitants de parcs. Tous les parcs. Voilà. Vous avez besoin de consulting, d'ingénierie, etc. Ces messieurs sont là et on vous trouve sur Internet. Ah INS, oui, exactement. C'est Ouais, ça, sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Et on a aussi une page internet, un site internet. C'est ça. INS Ride. Donc on va mettre déjà toutes les infos nous dans les fiches. Hein, Et comme d'habitude, en description, vous trouverez les moyens de vous contacter. Et puis, à la sortie de cet épisode, on ne manquera pas de vous taguer, de vous retaguer sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Parce que nous, on a envie de croire en votre super projet et que derrière, ça ferait plaisir de se dire que dans quelques années, il y a peut-être un petit poussé qui devienne un grand dans le secteur français, parce qu'on n'en a pas beaucoup en France. On a beaucoup de parcs, mais on n'a pas beaucoup de fabricants. Donc, on aimerait bien se C'est dire vrai. que dans quelques années, INS Rides compte parmi les grands et on viendra vous saluer à votre stand de l'IAPA. Avec grand Pour ceux qui ont un plaisir. passeport, parce que non, moi j'aurais plus de passeport, c'est chiant. Ah, tu l'auras renouvelé entre temps, Bah, t'inquiète c'est-à-dire pas. que j'ai fait la demande de renouvellement. Ah. Sauf que c'est après le IAPA que j'ai rendez-vous. Ah, Voilà, mince. donc, Bon. Mais il y aura d'autres occasions, non, c'est tous mais- les ans en bah oui, Europe, c'est- donc tous les ans, mais- merci encore à vous deux, Émeric, Sébastien, d'avoir passé autant de temps Merci avec infiniment. nous les petits larrons du monde parco-nautique, donc c'était cool. Et à vous, merci de nous avoir écoutés pour ce double épisode de Puissance Park. On vous donne rendez-vous dans 15 jours Ouais. pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique. On verra ce qui nous sortira par la tête. Les crottes données sur les coasters, moi je dirais, ça pourrait être pas mal ça. On va Comment en s'en discuter. est, les crottes données Surtout quand au moment on passe aux photos. On fera un brainstorm, Ouais, on fera un brainstorm, t'inquiète pas, on en reparlera. Mm. Bref, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur www.puissancepark.fr où vous trouverez là où il y a tout le podcast, c'est-à-dire SoundCloud, Spotify, Deezer, vous commencez à connaître la chanson. Vous nous trouvez sur YouTube, abonnez-vous. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Surtout Instagram, parce que dès qu'on est dans un parc, c'est là qu'on vous donne, on fait des stories, qu'on vous fait vivre nos expériences. Et si vous avez envie de nous soutenir, il y a utip.io/puissancepark pour faire un petit don, que ce soit régulier ou spontané, allez-y, ça nous fait énormément plaisir. Et enfin, si vous avez envie de commenter avec nous cet épisode, il y a notre Discord où on a une grosse communauté de fans qui discutent de l'actualité, qui discutent de nos épisodes, qui nous font des suggestions. Des Donc, centaines de fans assoiffés de ride. rigole pas, hein, ils sont plus de 400. je donc, sais. C'est pour ça en que je le dis sans aucune difficulté. Exactement. Donc, je vous dis encore une fois, merci à vous tous pour votre excellente participation et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut les puissants. Au revoir à tous. Au revoir.